C'est très émouvant parce qu'en fait, Jean-Marc l'a découvert absolument hier et Sergi l'a vu seulement pour la deuxième fois, mais c'était pas mixé, pas étalonné la première fois quand il l'a vu et il était bouleversé hier. Il était bouleversé par le film, je crois. Il était très heureux. C'était une inquiétude pour moi, ça. Oui, j'imagine, mais en même temps... D'avoir tenté d'aller chercher chez eux des choses un peu secrètes, des choses un peu intimes pour Jean-Marc, pour Sergi, et de me demander au fond si le résultat était digne de leur confiance, quoi. Surtout que par rapport à ces deux comédiens, il y avait un vrai désir pour vous d'aller alors, de les choisir et de les... Il y a toujours un vrai désir pour les comédiens. Non, ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai adapté, ça s'est fait en 2 temps. J'ai travaillé une adaptation d'un roman, mais je leur ai demandé un peu de temps, de les connaître un peu pour adapter à eux les personnages. Donc il y a eu un 2e temps où j'ai fait venir le personnage, les personnages aux personnes qu'ils étaient. Alors, pour en venir un peu à la genèse du film, je crois que votre intention était justement de ne pas écrire le scénario, original pour une fois, pour la première fois. Je voulais vous poser la question simplement d'ailleurs pourquoi. Et puis ensuite vous êtes tombé aussi sur un livre de John Cheever, c'est ça, un écrivain américain assez peu connu, mais voilà, sur son livre Bullet Park, qui vous a visiblement inspiré pour cette transposition, puisque le livre se situe aux États-Unis dans les années 60, fin des années 60, voilà. Donc voilà, je voulais savoir comment, d'abord, premièrement, pourquoi vous aviez envie d'adapter un livre. Mon précédent film, Adieu, c'était un scénario que j'avais porté pendant presque 10 ans, que j'avais écrit, réécrit, je croyais même plus le tourner, tellement je l'avais... Et il y avait, comment dire, il y avait... Vous savez, quand on transmet un film, ce qu'on reçoit de... J'avais envie presque de faire un film sans idée, un film qui ne soit que des images et des sons. Ça n'existe pas, mais comment dire que... Je vais le dire autrement. J'ai fait un premier long métrage qui s'appelait Drancy à venir, et voilà, ce dont on m'a principalement, évidemment, c'était normal. Il y avait comme ça une espèce de... d'une certaine manière, je me suis caché, j'ai été protégé par un sujet. Voilà, j'étais protégé par un sujet des plus graves, j'en vois pas de plus grave, qui était comment représenter avec dignité au cinéma l'extermination des Juifs d'Europe. Deuxième film, Adieu, pareil, j'étais protégé derrière un grand sujet, un grand thème qui était qu'est-ce que c'est que l'hospitalité, comment on reçoit les étrangers, comment on ne les reçoit pas, qu'est-ce que c'est qu'être un étranger, etc. Qu'est-ce que c'est que la France. J'avais une espèce de désir secret qui était de ne pas avoir de sujet, de juste raconter une histoire et même de ne pas avoir à l'écrire. Et parce qu'au fond, j'étais à un moment où j'avais plus envie d'écrire, j'avais envie de construire avec des images et des sons. Donc je rêvais d'une sorte de scénario tout prêt, et j'étais un peu à l'affût, j'avais envie d'adapter un livre. Et je cherchais un livre... j'étais dans l'attente de la possible. Puis un libraire m'a passé un livre en me disant « Tu connais pas Cheever, on est en train de le découvrir en France, il est très connu aux États-Unis, ça a été une sorte de père spirituel et de mentor de Raymond Carver, c'est pas moins bien que Carver. » Alors j'ai découvert une écriture incroyable, et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai presque tout de suite, c'est-à-dire dès les 10 premières pages, j'ai eu une espèce d'intuition en me disant « J'ai envie de l'adapter ». J'avais pas lu toute l'histoire, ça se confirmait, mais je ne comprenais pas
j'ai lu le roman 2 fois et à la fin de la 2e fois, je me rappelle avoir écrit une petite note sur la dernière page du roman, en disant c'est la 2e fois que je lis ce roman, je trouve ça absolument magnifique, je ne suis pas sûr de comprendre l'histoire qui m'est racontée. Je ne suis pas sûr de comprendre le sens de cette histoire. Je ne suis pas sûr de comprendre si je dois comprendre quelque chose. Mais en revanche, j'ai éprouvé par l'écriture, par une chose de pure littérature, une telle jouissance. L'écriture était tellement extraordinaire, tellement inventive, tellement riche, tellement drôle, tellement inventive. Et c'est très bizarre parce que c'est une très mauvaise raison pour adapter un roman, puisque évidemment cette écriture elle va tomber, puisque cette écriture on va faire que l'oublier, on va tout faire pour l'oublier, on va essayer de la transformer en quelque chose. Mais à travers cette écriture, il y avait un certain nombre de sentiments qui m'ont été transmis, qui sont, je dirais, les sentiments dont j'espère qu'ils sont maintenant véhiculés par le film, qui était cette tristesse, cette solitude des êtres, cette incompréhension entre un père et son fils, et voilà, et en fait, pendant toute l'élaboration, je me suis vraiment enthousiasmé pour l'écriture, et je savais que c'était une mauvaise raison. Il m'a fallu très très longtemps pour me rendre compte que d'abord, si, je disais très clairement à mes collaborateurs, à mon producteur, je lui disais très clairement je ne sais pas faire ce truc, je ne sais pas comment faire. Et c'est sans doute la raison. Je pense que ce roman est inadaptable. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Parce que forcément, ce qui allait se passer, c'est qu'il allait falloir faire quelque chose. Je ne vais pas rivaliser avec un écrivain comme Cheever, ça ne va pas être au niveau de l'écriture. Ça va être forcément obligatoire d'inventer quelque chose en images et en son pour être digne de ce que lui a fait en littérature. Et c'est un peu c'était un peu le challenge de ce travail. Je vais taper dessus. Il est un petit peu penché. Je vais fermer mon bouton. Non, on va faire comme ça, tout simplement. Attendez, Sur pardon. le reste. D'accord. Comme ça. Vous parliez des sentiments. En même temps, à la vision de votre film, on y voit aussi, on y perçoit aussi la thématique d'un monde de riches qui vivent un peu dans une bulle, qui sont un peu en dehors de la réalité, d'une réalité sociale qui d'ailleurs est beaucoup suggérée par le son au début de votre film, en relatant des événements, pour le coup, d'actualité assez récente en France, enfin récente. Et ce thème-là, en discutant d'ailleurs avec Jean-Marc Barr et Sergi Lopez, ce thème-là était quelque chose qui les animait beaucoup. Est-ce que vous aussi, c'était quelque chose que vous vouliez aborder d'une manière un peu frontale, ou alors au contraire, c'est quelque chose qui est venu progressivement dans l'évocation de sentiments Moi, je crois que la première chose qui m'a donné envie dans le roman, ce que j'avais envie de représenter, c'était la tristesse de ces personnages, c'était leur solitude, c'était à quel point Cheever avait été loin et profondément dans... Il y a quelque chose de très fort chez Cheever qu'on trouve partout, c'est... je connais qu'un seul écrivain chez lequel on trouve ça aussi fort, c'est la puissance tragique du ridicule. Les personnages sont presque ridicules par moments, et c'est bouleversant. C'est une chose qu'on retrouve dans toute la littérature de Dostoïevski, et c'est, je crois, le ridicule est une des pires choses qui peut nous arriver, enfin, on le sait tous. Et on va tellement loin dans la mise à nu des intimités et de leurs faiblesses et de que je me suis dit que j'avais envie de m'approcher de ça, parce que je trouve ça
très courageux de tenter de raconter ça, parce que forcément on se raconte dans tout ce qui est raconté, mais aussi dans une certaine simplicité de représentation. Et par exemple dans la représentation des scènes d'amour, dans des choses très fragiles, la fragilité des personnages. Que c'est un monde de frimes dans lequel, le monde des riches, ou de ces riches-là, et oh, il y a autre chose, j'ai toujours été très frappé par une phrase de Dolto qui disait bon, évidemment, fais attention à la souffrance des enfants des milieux défavorisés, des enfants pauvres, mais vous savez, les enfants riches, ils souffrent autant. Et de te dire, tiens, moi je vais vous raconter une chose assez scandaleuse, je vais vous raconter la tristesse des riches. Je trouvais que c'était un vrai projet. Une espèce de très très profonde mélancolie qui traverse tout le film, qui traversait le livre de Cheever, et où c'est hallucinant comment ces gens sont tristes. Ils sont tristes, sont méchants. Enfin, Cheever est assez cruel. L'écriture de Cheever est plus. J'avais envie d'un peu plus d'indulgence. Et donc je pense que j'ai apporté. Je ne peux pas me résoudre à ne pas laisser de chance à quelques personnages que ce soit. Dans le livre de Cheever, Clou et Marteau étaient vraiment des opposés, et il y avait très nettement un personnage négatif et un personnage positif, etc. Moi, j'ai essayé d'humaniser le plus possible Marteau, de montrer aussi ce que pouvaient être les défauts et le côté un peu autoritaire de Clou. Et au fond, ils ne sont pas si loin l'un de l'autre. Ils sont différents, c'est des natures différentes, c'est des modes d'être différents. Mais au fond, ils sont, je dirais, autant l'un que l'autre chargés de bon et de mauvais. Et au fond, je voulais que le spectateur soit libre de circuler et de ne pas s'identifier que au personnage de Clou, par exemple. En même temps, on ne peut pas ne pas on est confronté à beaucoup d'étrangeté aussi. Je pense que dans le roman, ça devait être le cas, mais en tout cas, on parle de votre film ici. Il y a cette étrangeté, il y a même aussi il y a aussi le drame, il y a aussi le drame, quelque chose de très fort. Cette idée de crucifixion, des questions qu'on se pose sans qu'on ait véritablement de réponse. Cette étrangeté, comment vous l'avez comment vous l'aviez désiré, est-ce que c'était quelque chose une base de travail pour vous? Oui, non, c'était un désir, c'était une intuition. Il y a une chose qui est irreprésentable au cinéma, qui est racontée par Cheever, il parle beaucoup d'une certaine manière, dans le roman de Cheever, il y a un personnage principal qui est la bête noire, la bestia nera, qui est la mélancolie, qui est la même bête qui traverse tous les personnages, aussi bien le fils que le fils Clou, que Marteau. Ça, c'est une chose irreprésentable, c'est une métaphore, c'est une idée. Et il y a eu une espèce d'intuition de mise en scène qui a été de dire il y a une sorte de construction sur le mode fantastique à faire, et qui principalement va passer par le son, d'une chose qui menace chacun des personnages, non pas de l'extérieur, là où ces personnages tentent de se protéger, enfin, ces riches qui s'enferment dans des bulles aseptisées, mais qui les menacent voilà, comme aliens de l'intérieur, qui est juste leur propre solitude, leur propre souffrance, leur propre tristesse. Une chose normale, mais dont ils auraient peut-être aimé se prémunir. Alors ce travail justement sur le son qui est très impressionnant, et comment vous avez fait, comment vous avez travaillé avec votre metteur en son? Je crois que c'est comme ça que vous vous créditez au générique, il me semble, ou créateur de son. Non, alors, Excusez-moi si je me trompe.
C'est un travail d'équipe, mais c'est pas la première fois que je le fais. C'est une chose que j'ai un partenaire principal qui est la personne avec qui est le compositeur, Martin Wheeler, avec qui c'est un travail quotidien sur la totalité de la durée du montage, et je dirais qu'on monte ensemble. Voilà. On monte ensemble, c'est-à-dire que il me donne de la matière, et cette matière nourrit. C'est comme nourrit le montage. Ça m'inspire, ça me donne des idées, ça peut me donner envie de construire une scène, Rarement, mais ça peut arriver. Je lui demande des idées je lui montre des scènes montées. Et après, il y a eu particulièrement sur ce film, donc Jean Malet qui est venu, c'est quelqu'un qui fait du son, il peut faire de la musique, mais il fait aussi alors on a marqué création sonore, parce il est monteur son, il travaille avec des sons naturels, et l'idée c'était moi je travaille beaucoup, donc je fais le montage son moi-même, je fais le montage son, je fais le montage image, mais j'avais envie qu'il y ait un travail sur l'espace, j'avais envie et je ne sais pas faire ça. Et cette personne, Jean Malet, a beaucoup travaillé à occuper l'espace sonore, l'espace sonore, qu'on entende des choses derrière, devant, qu'on les situe, qu'on soit entouré, qu'on soit un peu dans une bulle de son. Et l'espace de la bulle a été beaucoup l'œuvre de la collaboration avec Jean Malet. Et enfin, il y a évidemment une personne à l'origine qui est l'ingénieur du son, qui est Jean-Pierre Duret, un très grand ingénieur du son, à qui on doit le dessin particulier de toutes les voix du film. Et dernière personne, le mixeur, qui équilibre. Est-ce que c'était justement un travail, c'était nouveau pour vous? Est-ce que vous avancez vers justement quelque chose de l'ordre de ces cinéastes qu'on caractérise souvent par le son? Votre film, on parlait d'étrange, on parle de son, on a un peu des sensations par moments dans votre film similaires à ce qu'on peut ressentir devant un film de David Lynch. Alors je ne sais pas si cette référence vous va par rapport à ce film-là, mais effectivement, est-ce que pour vous, ce film-là est peut-être une découverte encore plus avant, justement, du son? Je crois avoir toujours été... Vous étiez attentif déjà, je sais, mais... plus qu'attentif. Mais je dirais les choses un petit peu différemment. Ce qui m'intéresse, c'est de ne jamais prendre comme une évidence le rapport d'une image à un son. C'est de toujours chercher à animer le dialogue entre le son et l'image. C'est la seule chose qui m'importe. Alors, peut-être que ce film-là, dans ce film-là, le son est peut-être plus englobant. Voilà. Je ne sais pas, dans le précédent, dans Adieu, le son était plus une machine de guerre un peu frontale. Oui, peut-être là, c'est la question de l'espace est particulièrement... parce que c'était un enjeu du film, parce que voilà, on raconte l'histoire d'une bulle, donc la bulle, elle est hors champ, on la crée mentalement. Et une façon de suggérer au spectateur mentalement, sans lui dire qu'il est dans une sorte de bulle. Évidemment, le son est un atout formidable pour ça. Mais non, je pense que la chance du cinéma, et je le dis depuis quelques temps maintenant, et j'en sors pas pour le moment, c'est d'inventer des modes de dialogue en permanence entre des sons et des images, et que ça nous fasse vivre des choses qui nous donnent du plaisir et qui nous aident à vivre. Donc je voulais parler de vos comédiens. Peut-être commencer par Laurent Delbecq, qui est certainement un des personnages les plus fragiles du film, qui tombe dans une forme de maladie, qui
il est complètement mononucléose, je crois, c'est ça. Ça s'est dit à un moment donné sans vouloir Non, révéler, mononucléose, c'est c'est ce la façon dont... C'est le mensonge qu'invente son père pour ne pas dire que, en fait, cet enfant tombe dans une sorte de dépression mélancolique. Il veut plus sortir de son lit, il bouge plus de son lit. Il a l'impression... Et le film, enfin une des choses qui se raconte dans le film, c'est qu'on découvre progressivement qu'il y a une raison pour laquelle il est dans cet état-là, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose, il a eu un choc. Et ce choc, voilà, l'a rendu. Et oui, c'est Laurent Delbecq, c'est un jeune acteur. Qui n'était même pas acteur quand on l'a rencontré. Je le trouve absolument extraordinaire. Je lui souhaite de continuer à faire des films. Je crois qu'il a fait un film avec Bonello. Je crois qu'il a fait encore d'autres choses. Je ne l'ai pas revu depuis le tournage. Je le trouve éblouissant. Sergi Lopez nous racontait l'anecdote qu'il ne connaissait pas de cette lettre que vous lui avez écrite, que vous ne lui avez jamais envoyée apparemment pour l'inviter à participer à ce film. Pourquoi vous ne lui avez jamais envoyé cette lettre si c'est pas trop indiscret? Non, je ne lui ai pas envoyé cette lettre. En fait, cette lettre était une espèce de déclaration d'admiration. En fait, je lui disais pourquoi je le choisissais. Je lui disais pourquoi il me semblait, pourquoi j'avais envie qu'il accepte de jouer dans le film et qu'il accepte de jouer le rôle de Georges Clooney. Et je voulais lui dire en quoi il était singulier pour moi, quelle était sa qualité. Et donc je disais qu'il était pour moi, il avait comme ça quelque chose... Ce dont Kleist parle dans le théâtre de marionnettes, qui s'appelle la grâce. C'est quelqu'un qui a cette capacité d'oubli sur lui-même. Donc Kleist dit qu'on la perd à un certain âge, mais qu'on l'a enfant. C'est quand on n'est pas narcissique, c'est quand on ne sait pas, quand on a l'innocence et qu'on ne sait pas qu'on est regardé. Et il a, oui je crois, cette capacité incroyable de s'oublier, qui me semble assez rare chez les acteurs. Et je disais, vous avez une qualité de présence qui est un peu celle d'un animal, un peu celle d'un enfant, un peu celle, et alors je me laissais aller, celle d'un paysage, un peu celle du temps qui fait, c'est-à-dire qu'on est là, on a envie d'en profiter, mais on ne peut pas le diriger. Et donc j'avais écrit une lettre très sincère et très admirative. Et elle dit bien, cette lettre, les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de travailler avec Sergi, mais j'ai eu une occasion de le rencontrer autrement, ce qui fait que je ne lui ai pas fait passer cette lettre et elle était tellement peut-être excessive dans son exercice d'admiration que mon producteur m'a dit mais tu vas lui faire peur. On ne lui envoie pas, ça va lui faire peur. Et quelles ont été les raisons de votre choix de Jean-Marc Barr? Vous avez aussi, vous dites aussi, je crois, que c'est une innocence chez lui qui... Mais il y avait dans le personnage de Marteau quelque chose qui me semblait avoir une parenté avec quelque chose que je croyais percevoir chez cet homme, chez cet acteur, que je ne connaissais pas non plus personnellement, qui était Jean-Marc Barr, qui était qu'il avait été un jour le roi du monde. Il avait été un prince comme ça, avec un film qu'il avait propulsé dans le monde entier comme le jeune acteur. Et il était autre chose maintenant, il était un acteur mûr qui avait fait des choix d'accompagner des cinéastes plus difficiles, plus aventureux, éventuellement plus marginaux, et choix très courageux.
et qu'il était d'une certaine manière un peu exilé de cette enfance dans le cinéma de rêve qu'il avait eu au moment du Grand Bleu. Exil non teinté d'une certaine solitude peut-être, ou d'une certaine mélancolie que je percevais chez lui et dont je pensais que, outre, dont je pensais que je voulais faire bénéficier le film. Après, il y a une chose que j'aime énormément chez Jean-Marc Barr, qui est son américanité, qui le fait rire parce qu'on l'appelle Frenchie aux États-Unis. Il y avait cette immédiateté, son absence totale de psychologie. Il y a chez lui une espèce de... jamais il me demande pourquoi. Je lui demande de faire quelque chose, il le fait. Quoi que je lui demande, il le fait. Il faut faire attention à ce qu'on lui demande parce qu'il le fera. Et il m'a fait un don extrêmement précieux, il m'a fait confiance et j'avais une très grande liberté. Je savais qu'il ferait tout ce que je lui demanderais. Pour finir, je voulais vous poser une question sur une question que j'ai posée aussi à vos deux comédiens et qui était très captivée par le fait d'y répondre, parce que notamment parce que peut-être que par votre film, en participant à votre film, ils ont eu l'impression justement de faire partie d'une aventure dans un cinéma qu'ils ont envie de défendre, qui leur semble quelque chose d'à part. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous-même vous vous sentez à part dans le milieu du cinéma? Est-ce que vous êtes vous sentez un auteur qui oui, c'est ça, qui s'extrait un peu de ce monde de cinéma qui est très forgé par le formatage, le capitalisme, etc. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez comme un résistant, quelque part, dans cette guerre que peut être le cinéma d'aujourd'hui? C'est très compliqué de répondre simplement à cette question. D'abord, je pense que chaque cinéaste, à mon avis, se sent à part. Vraiment. Donc, ça annule d'avance toute réponse que je pourrais vous donner. Cela dit, dans votre question, j'imagine que vous devez penser quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai un rêve. Je me méfie un petit peu de ce terme de résistance parce que des cinéastes résistants, il y en a très peu. Je ne crois pas en être un. Au contraire, je crois être quelqu'un qui sait que ça existe, qu'il y en a qui le sont. Je sais pas, je pense à des gens comme les Straub, je pense à des gens comme Ted Duras, je pense à des gens comme... Il y a des radicaux. Je ne crois pas être quelqu'un de radical. Je crois au contraire, j'aimerais énormément qu'il soit possible de faire des films très inventifs et partageables le plus possible avec, en dehors d'un ghetto du cinéma d'auteur. J'aimerais beaucoup réconcilier l'invention cinématographique, le sérieux du travail cinématographique dans toute son... et pour le dire vite, le plaisir et le spectaculaire. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Parfaitement. Merci beaucoup.